Je ne suis archi pas d'accord. Moi, ça fait 3 ans que je me le coltine. Bon, je me suis peut-être un peu chauffé. Sola a dit j'accuse, moi je dis je m'excuse. On peut être gaucher sur le podcast ou pas? C'est rajouter une cerise sur un tas de merde, mais ça fait pas un clafoutis. Il a pas sélectionné un quarterback, il a pris un manager de chez Burger King. Il n'a pas de charisme du tout. Et salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Nouvel épisode, mais surtout nouvelle émission, votre nouvelle émission mensuelle, le Front Office University. On s'est chauffé avec l'équipe, avec surtout notre nouveau venu pendant la off-season, Alexandre, qui nous a fait des fiches, qui nous a régalé. Et on s'est dit qu'on allait traiter pendant la saison du collège football un petit peu. Alors on va être clair, hein, on va mettre les pieds dans le plat. On est clairement, on se l'est dit avant, hein, avant le début de l'émission, on est des noobs. Et on veut accrocher les noobs avec nous à cette nouvelle passion et on veut vous faire découvrir à notre rythme et à votre rythme les joies du collège football. On fait un petit clin d'œil, on passe un petit salut d'ailleurs si vous voulez ensuite vous enfoncer dans cette Bible du sport, d'aller voir du côté de The Trick Play, les copains de TTP, hein, bien sûr, qui apparaissent de temps en temps dans nos émissions. D'ailleurs, ils ont fait une Game Zone avec Alex. On les salue. Eux, c'est vraiment les spécialistes du collège football. Du coup, vraiment, allez les suivre. Si vous ne les suivez pas, ils ont un site internet, sur les réseaux sociaux. Ils ont aussi un Discord et un YouTube. D'ailleurs, tout comme nous, hein, suivez-nous. Le front office un peu partout. On continue la NFL. On va parler un petit peu de collège football. Et alors, avec moi, j'ai ramené du lourd parce que forcément, il fallait être bien entouré pour parler de collège football. Alors forcément, j'en ai déjà un petit peu parlé. On va tout de suite le présenter. C'est Alex, notre nouveau Zola, notre nouveau maestro, du collège football. Salut Alex, comment tu vas ? Salut Anto, salut tout le monde. Écoute, ça va très très bien et t'as bien fait de le préciser en préambule. On vient là un petit peu comme des noobs, hein. Nous, on connaît un petit peu le collège football, ou pour certains un peu de loin, où on essaie de s'y intéresser. Et en fait, l'idée vraiment de ce podcast, c'est de faire un peu une transition fluide, un petit peu vers la draft qui va arriver prochainement. Bon, c'est en avril 2026, mais on va parler surtout, s'orienter un petit peu sur les prospects, les joueurs juniors, seniors, qui vont vraiment plutôt se présenter pour l'année prochaine. Et puis derrière, voilà, on va parler un petit peu aussi d'actualité du CFB, parce qu'il y a toujours des matchs intéressants, des playoffs, il y a quand même une compétition qui se joue, donc c'est cool d'en parler. Et puis il y a forcément aussi des très belles actions, des joueurs super sympas à suivre. Et c'est un univers qui est vraiment cool, et tu as eu raison de préciser qu'il y en a qui le font vraiment un peu plus de manière approfondie, comme The Trick Play, et on leur passe le bonjour là-dessus. Exactement. Et si déjà vous êtes perdu avec la NFL, c'est quand même un sacré bordel le collège football. Il y a beaucoup plus d'équipes, il y a beaucoup plus de joueurs. Donc on peut vite être perdu. Mais en tout cas, merci Alex. Ensuite, alors on va présenter. Il maîtrise sûrement plus Excel que la NCAA, mais il a décidé de se prêter au jeu avec nous. C'est PA. Salut PA, comment tu vas ? Salut à toi, bonjour à toutes et à tous. Ouais, bah écoute, ça va très très bien. On a enlevé les maillots des joueurs professionnels, on a mis la toge pour les joueurs universitaires. On espère que la nouvelle émission va vous plaire et que nous, on sera diplômés à la fin de l'année. Exactement. Puis alors avec nous, on a El Turisto. Il est venu, il a dit je vais passer une tête, je vais poser des questions, je vais vous envoyer sous le bus, hein, clairement. Surtout toi Alexandre, prépare-toi, mets ton gilet de sauvetage. Il est avec nous, je crois qu'il est fan des Rainbow Warriors. Il pourra expliquer même qui ils sont. Salut Alex, comment tu vas ? Salut Anthony, salut à tous. Écoute, oui, moi c'est Alex, il y a un autre Alex, donc on risque de s'y perdre assez rapidement. Du coup, pour clarifier un peu tout ça, j'ai noté que Alexandre était Alex et aujourd'hui je suis le touriste. Donc renomme-moi en tant que le touriste, ça me va très bien. Ou Alejado, qui est le nom du QB qu'on a du côté de Hawaï et des Rainbow Warriors. Tu peux m'appeler donc Alejado, un peu à la Lady Gaga si tu veux. Mais que si tu fais la petite musique. Ok, Alejado, ça me va. D'ailleurs, je veux pas foutre du monde sous le bus, excuse-moi, hein, je veux juste, Vas-y. j'imagine des gens comme moi qui écouteraient cet épisode et qui diraient mais qu'est-ce que c'est que cette équipe, c'est quoi Clemson et voilà, donc on se pose la question et c'est l'objectif aussi d'essayer de démocratiser aussi le foot universitaire.
Exactement. Mais on se les posera ces questions. C'est qui Clemson? C'est qui Hardison aussi? Tous Aïe, ces- aïe, aïe. toutes ces personnes et ces équipes vous seront mises en lumière dans l'émission. D'ailleurs, du coup, on a parlé de tes Rainbow Warriors. Alex, quel programme supportes-tu? Moi, je suis. Alors, de base, je suivais un peu personne. Et en 2019, j'ai eu la chance d'aller visiter les infrastructures un petit peu de Texas A&M. Et j'ai l'impression que depuis, j'ai suivi le programme de vraiment un peu plus loin. Et une fois que je me suis mis vraiment dans le college football, je me suis dit, bon, bah, je vais commencer par cette équipe, vu que j'y suis déjà allé, que je vois un petit peu le campus à quoi il ressemble. Donc je me suis pris d'affection pour cette équipe. Et puis, on essaie de regarder les matchs les week-ends. Exactement. Et toi, PA? Moi, je suis dans la même conférence que le touriste, que Alejandro. Moi, c'est UNLV. Genre, Las Vegas. c'est pas Boston College. Non, c'est Las Vegas. C'est Vegas. Qu'est-ce que tu veux? C'est mon côté gambler. Après, ça a changé que depuis ce week-end, hein. C'est depuis la défaite des Patriots face aux Raiders. Tout ce qui a trait à Boston, je me barre. Il le fuit, il le fuit. Bon, en tout cas, voilà. Je crois que l'émission sera diffusée. Allez, Rado, tu pourras m'arrêter. Je crois que ça sera le samedi, hein, n'est-ce pas? On est samedi au moment où vous écoutez cet épisode, effectivement. Voilà, on est exactement samedi. On enregistre, on balance direct la sauce. Samedi à 7h, ouais. On enregistre là. Voilà, c'est parfait. Avant la 3e semaine des matchs. Voilà, il y a déjà la week 0 et la week 1 et 2 qui sont passées. En tout cas, messieurs, ce que je vous propose, c'est qu'on commence avec le premier chapitre de l'émission. Le match marquant du mois pour vous, messieurs. Écoute, tiens, PA, je vais te proposer de te lancer. Ouais, moi je suis parti sur un Texas-Ohio State en première semaine, puisque c'était du coup le champion sortant, Ohio State, qui commençait très très fort, puisque Texas était noté première équipe, meilleure équipe sur l'AP Poll. On pourrait y revenir justement sur ce classement-là, comment il est fait, comment il est constitué et qui l'organise. Mais effectivement, Texas arrivait vraiment comme un favori semi-outsider, parce que c'était dans l'enceinte d'Ohio State. Et du coup, c'était un match extrêmement cadenassé. On avait beaucoup d'attentes pour Texas avec leur nouveau quarterback enfin titulaire. Et ce nom vous parlera probablement, Arch Manning, qui est le neveu de Peyton et d'Eli. Donc, grosse famille de quarterbacks, bien évidemment. Et puis, la défense d'Ohio State a vraiment totalement muselé cette attaque-là de Texas. Ils ont remporté le match 14-7. Donc, en football universitaire, un 14-7, c'est quand même relativement rare. On a régulièrement des explosions de points. Donc, match assez intéressant malgré tout et qui a quand même très bien lancé, je trouve, la saison universitaire. Un beau match défensif, en tout cas. Alors, match défensif, il y a eu aussi pas mal de ratés au niveau des lancers. C'est vrai que tu sens que certains quarterbacks ou certains joueurs, dans sa globalité, sont encore très très jeunes, très très bruts, et sont clairement pas prêts pour entrer en NFL. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a le football universitaire, c'est que les joueurs ont de toute façon minimum 3 ans à réaliser avant de rentrer et avant de se présenter à la draft. Donc on voit que certains sont relativement prêts, même en étant première ou deuxième année, quand d'autres vont avoir besoin d'un petit peu plus de temps. Donc voilà, tu as quand même une certaine inégalité en termes de niveau, ce qui a aussi expliqué un petit peu un départ un peu poussif des deux équipes dans l'absolu, parce que Ohio State est quand même également une attaque qui est censée mettre beaucoup plus de points dans un match. Donc voilà, c'était un match, comme je disais, cadenassé, et puis quand même avec des ratés au niveau des lancers. Mais les deux équipes, de toute façon, vont s'améliorer durant la saison. Et il y a quand même une forte probabilité qu'on les revoie s'affronter durant les playoffs. Allez, Rado. J'ai une question. 2 questions. Une première et une subsidiaire. Donc, la première, elle est pour un peu tout le monde. Qu'est-ce que la Week 0 ? Parce qu'on commence. C'est quoi ce principe ? Ils avaient le 0, ils se sont dit non, on a la semaine 1, mais attends, j'ai rien à faire la semaine d'avant. On va faire une week, mais on va pas tout changer. On a déjà fait le marketing, on va dire week 0. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé ? Est-ce que quelqu'un a cette réponse ? En vrai, c'est un peu ça, je pense. C'est que ça correspondait avec des calendriers universitaires. Et il y a quelques équipes qui participent à la Week 0. Si je dis pas de bêtises, il y en a quelque chose comme 12. Donc, ça doit faire 6 matchs. Et il y en a un qui était délocalisé en Irlande cette année. Donc voilà, c'est vraiment très, très peu d'équipes qui sont concernées. Après, le reste des très grosses équipes commencent à la Week 1.
Et du coup, quand tu parlais de week 1, enfin, tu disais première semaine, tu Ouais. parlais de week 1, pas de week 0. Ouais, première semaine, c'est la week 1. Ouais. Ok, Quand vraiment toutes les équipes sont sur le pas de guerre à lancer leur saison. Ouais. très bien. Tu aurais pu Donc dire c'est début pour de ça que week 1. sur certains, si vous regardez sur certains bilans, certains sont déjà à 3-0, alors qu'on est en semaine 2, quand d'autres sont à 2-0 ou à 1-0 parce qu'ils ont eu une bye week dès la semaine 2. C'est très particulier le football universitaire. Hein. Ouais. Ouais. Et donc, Ça arrive pas. et donc faire aussi attention aux stats individuels parce que forcément, il y a des joueurs qui ont déjà engrangé 3 matchs, d'autres n'en Exactement. ont qu'un. Donc forcément, les stats peuvent être un peu biaisés sur ça aussi. Il faut faire attention. Ouais, c'est ça. Alex, toi, tu veux nous parler de quel match? Ouais, je vais parler de LSU Clemson. Hein, t'emportes le maillot, un très joli maillot d'Odell Beckham que tu portes là. Et moi, je vais parler de ce match parce que c'était un match qui, mine de rien, on a été déçus parce que il y a eu, comment dire, il y a eu le Texas Ohio State qui a déçu les gens et du coup, on s'attendait on espérait en tout cas avoir un match un peu plus sympa à suivre avec le LSU Clemson, ce qui a été le cas parce qu'il y a eu du suspense, il y a eu de la défense, il y a eu quand même des coups de chaud offensifs pour certains joueurs. Et moi, ce que je retiendrai quand même pas mal de ce match, c'est surtout la défense d'LSU qui, pour moi, m'a vraiment impressionné. C'était une interrogation depuis plusieurs années maintenant. On avait souvent critiqué ces 2 dernières saisons leur défense du côté de la SEC, de la conférence SEC. Et cette année, là, visiblement, ils ont commencé à prendre les devants et à devenir plus agressifs. On voit qu'il y a des joueurs qui commencent à se révéler. Je pense notamment à Roll Perkins, le numéro 7, qui joue un peu à une position un peu d'hybride entre linebacker et slot corner. Donc, c'est vraiment un profil de joueur, ils appellent ça la position star euh, au niveau universitaire, mais c'est un peu vraiment un joueur qui est capable de tout faire, de couvrir, de blitzer, de rusher le quarterback. Et ça, c'est le genre de joueur qu'on voit pas souvent à ce niveau-là. Il y a aussi du White Weeks, du Mansour Delane, le transfert de Virginia Tech qui a été incroyable en défense, le cornerback qui vraiment a fait un match où tu commences à te demander pourquoi on ne le voit pas dans les premiers tours des mock drafts. Et je pense à un joueur qu'on va suivre pas mal sur les prochaines semaines. Je retiendrai également la performance de Nussmeier, le quarterback Garrett Nussmeier. Toi, Anto, tu connais bien le papa qui est coordinateur offensif du côté de tes Saints. Et, euh, et vraiment, son fils a tout du profil du quarterback qui peut être sélectionné au premier tour. Et en tout cas, il l'a montré avec ce match, avec des lancers NFL très concrètement. Je pense notamment à cette passe pour le transfert de Kentucky, Brian Brown, le receveur, qui est vraiment une passe incroyable. Normalement, ils auraient dû accorder le touchdown sur cette action, mais ils ne l'ont pas fait. Mais la passe, vraiment, catch à quasiment une main. Tu te dis que c'est des actions que c'est pour ça que tu suis le college football. Et ça, c'est le genre de choses que tu adores voir jouer. Et tout le long du match, je trouvais qu'il avait pris pas mal de pression et qu'il a justement réussi à lancer des bons ballons à ses receveurs, malgré certains receveurs qui ont fait des fumbles, etc. Donc honnêtement, il n'a pas vraiment été aidé sur ce match et je l'ai trouvé quand même plutôt calme. Et c'est ce que tu attends d'un quarterback à l'échelon supérieur, savoir être calme quand il y a de la pression. Et à ce niveau-là, il m'a vraiment rassuré. Donc ça, c'était cool. Et puis du côté Clemson, très déçu par l'offense. Il n'y avait vraiment pas de jeu au sol. Hein. Comme je l'ai dit, LSU a complètement neutralisé le jeu au sol de Clemson. Et tu as, comment ça s'appelle, la défense de Clemson. On en parlait souvent de TJ Parker, le defensive end, et de Peter Woods, qui étaient parmi les 2 prospects les plus attendus de la prochaine draft. En tout cas, sur la position de defensive end et defensive tackle, respectivement. Et ces 2 joueurs-là n'ont pas fait un match extraordinaire, en tout cas comme ils étaient capables de le faire l'an dernier. Donc ce sera à suivre sur les prochaines échéances qui arrivent pour ces joueurs-là. Mais je pense que Clemson, il y avait quelqu'un qui était dans les tribunes comme Joe Gactu qui a dû malheureusement ne pas passer un super moment, même si j'imagine qu'en soi l'expérience devait être super cool. Et on lui passe le bonjour, mais je pense qu'au final Clemson avait beaucoup à prouver sur ce match et ils ont un peu déçu. Donc on suivra ça attentivement sur la suite de la saison. Écoute, tu as fait un très bon portrait. J'arrive à l'air Radro, je vais te donner tout de suite la parole. Tu as fait un beau portrait du match, c'était un beau match. Je pense que quand même, Joe, tu l'as dit, on lui passe le bonjour. Je pense qu'il a quand même bien kiffé, c'était son premier match. Bon, c'est sûr que la victoire aurait été la cerise sur le gâteau, mais écoute, on ne peut pas tout avoir, malheureusement. Et oui, PA, il y a mon chat derrière. Je vois que ça t'intrigue. On a le chat toujours hein, qui nous perturbe. On essaie de rester focus, mais c'est compliqué. Surtout avec Aller Radro. Mais tu avais une question, je crois. Oui, Alex, tu as beaucoup parlé de transfert.
on entend ce mot plus au soccer normalement. Pour ceux qui n'ont jamais écouté l'universitaire, est-ce que tu peux expliquer pourquoi certains joueurs, tu en parles en tant que transfert et d'autres, t'en parles en tant que au juste, j'en parle, mais d'autres, tu parles en tant que transfert? Écoute, c'est une très bonne question parce que c'est vrai que c'est depuis plusieurs années maintenant et c'est vrai que c'est assez récent. On voit de plus en plus de joueurs, commit, donc c'est-à-dire s'engager avec une fac dans un premier temps et on va dire qu'ils passent, peut-être 1 saison, 2 saisons, voire 3 saisons pour certains et ils ont l'opportunité chaque année de transférer, que ce soit lors des fenêtres d'ouverture, on va dire, en hiver et au printemps et il y a 2 fenêtres d'ouverture sur lesquelles ils peuvent transférer en tout cas et derrière en fait, ils peuvent, rejoindre les universités qui les intéressent. Alors aujourd'hui maintenant avec les il y a des contrats de sponsoring, les contrats NIL, les universités qui peuvent rémunérer les athlètes. Donc en ce moment, c'est toujours un peu un flou, à ce niveau-là, mais maintenant on s'est habitué depuis quelques années à avoir des effectifs qui changent complètement, même drastiquement d'une année à l'autre. Il y a des effectifs, des fois, tu peux perdre, une trentaine de joueurs sur le portail des transferts. On peut prendre par exemple l'exemple de Colorado qui, vient, souvent, se fournir de joueurs sur le portail des transferts et d'une année à l'autre, changer complètement de roster et ça visiblement pour l'instant, ça leur a pas fait des gros résultats, même s'il y a eu des bons joueurs qui ont été draftés l'an dernier. Mais en tout cas, il y a des équipes qui misent beaucoup plus leur stratégie maintenant sur le portail des transferts que sur les classes de recrutement des lycéens. Et tu Et l'as, donc, tu l'as, tu l'as bien. Oh, pardon, excuse-moi, Alex. non, j'allais dire, Alex, c'est une sorte de free agency où en fait ils ont un contrat, mais ils partent quand ils veulent, quoi. C'est ça. Et puis là, on l'a vu cet été, il y avait Nico Yamaleava, le quarterback ex-Tennessee. Il y a eu un peu des renégociations, entre guillemets, et il a essayé de faire monter les enchères pour essayer de choper un énorme contrat dans une grosse université. Au final, il a réussi à avoir un contrat à UCLA qui a proposé un joli petit pactole, mais pas autant que ce qu'il aurait voulu. Donc ça peut être considéré comme des dérives qu'on va peut-être voir dans les années futures. J'espère pas, mais malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver aujourd'hui avec les transferts et avec l'argent qui englobe tout l'aspect sportif et du coup financier du college football maintenant. c'est nouveau là, ce que tu parlais, les contrats NIL, je crois que c'est arrivé cette saison ou la saison dernière, où les joueurs maintenant peuvent être rémunérés, chose qui Non, n'était ça fait déjà pas. plusieurs saisons, je ne saurais plus te dire quand, parce qu'il y a des nouveaux arrêtés qui se font limite chaque année. Ok. Mais voilà, je crois que là, depuis quelques mois maintenant, là cet été, c'était vraiment les universités peuvent rémunérer leurs athlètes. Et ça, c'était nouveau, ça, c'était pas le cas avant. Voilà, ouais. Donc ça change quand même quelques petites choses. C'est la professionnalisation du sport universitaire. C'est ça. Bon, après, on pourra en faire des heures et aller voir du coup The Trick Play qui ont fait une vidéo explicative là-dessus, parce qu'ils en ont parlé pendant, je pense, une bonne heure et qui est très très complète. Et ils expliqueront mieux que nous à ce niveau-là. Et c'est très intéressant de savoir un petit peu le fonctionnement du système universitaire qui est très très différent du système de la NFL à ce niveau-là. Et c'est vraiment intéressant d'en entendre parler. Bon, très bien, messieurs. Bah, écoutez, on ferme ce chapitre et puis on en ouvre un nouveau. Maintenant, on va se concentrer sur des joueurs. Donc, vous allez mettre en lumière un joueur marquant côté offensif et puis côté défensif. Du coup, comme PA a ouvert tout à l'heure, Alex, on te laisse prendre la main. Eh ben, merci Anto. Je vais commencer avec l'un des matchs que j'avais vu le week-end de la Week 1. Et il y avait. Alors moi je suis Texas A&M, comme je l'ai dit en préambule. Et Texas A&M a affronté UTSA, donc l'université de San Antonio. Et là-bas, il y a un running back que je connaissais pas, Robert Henry Jr., qui est un running back. Ses dimensions à peu près 5'9", 205 pounds. Alex, je te laisserai peut-être faire la conversion pour expliquer aux auditeurs, vu que tu aimes bien le faire. Mais sur ce match-là, Texas A&M gagne 40 à 24, je crois. Mais dans ce match-là, il y a vraiment un joueur qui m'a impressionné. Il n'était pas dans mon équipe, il était dans l'équipe de UTSA. Et Robert Henry Jr., vraiment, je trouve qu'il a crevé l'écran. À la position de running back, je crois qu'il fait une quinzaine de portées, ou à peine, même une dizaine de portées pour 177 yards de touchdown. Monstrueux, alors que la défense de Texas A&M, c'est quand même réputé. Il y a un corps de linebacker intéressant avec Torian York et Scooby Williams. C'est des mecs qui sont là depuis plusieurs années. La D-line, il y a toujours des profils physiques comme on aime bien en sec. Et aussi sur le backfield défensif, c'est des joueurs seniors, donc c'est beaucoup de joueurs qui ont pas mal d'expérience au football universitaire. Et tu t'es fait rouler dessus par Robert Henry Jr., en tout cas
sur la défense contre la course. Je pense notamment au safety Radcliffe, j'allais dire Daniel Radcliffe, mais il s'appelle Radcliffe, le numéro 3, qui s'est fait plusieurs fois dépasser, déborder. Et c'était pas beau à voir, mais honnêtement, il a vraiment fait une performance incroyable. Et je trouve que c'est un mec qui est capable de briser beaucoup de plaquages. Et j'étais un peu surpris de ses dimensions parce que je le trouve plus grand qu'il n'y paraît. Et il a vraiment une bonne vitesse, très physique. Il a vraiment cette mentalité. Il sait être aussi patient parce que je l'ai vu plusieurs fois attendre que la brèche s'ouvre pour aller s'engouffrer dans le gap. Et moi, sur ça, c'est des choses que je valorise sur la position de running back. C'est pas souvent enfin, c'est pas tout le temps qu'on voit ça. Il y a des running backs qui aiment bien foncer la tête la première pour choper le first down, mais des fois, ça marche pas tout le temps comme ça. Et je trouve que c'est un profil qu'on pourrait voir en troisième, quatrième tour de la prochaine draft. Je serais pas surpris. En tout cas, s'il continue sur cette lancée. Du coup, c'est 1m75, 92 kg. Beau Un beau bébé. petit bébé. C'est un beau bébé. Et non, Alex, j'ai pas eu un kink pour aller faire de la conversion de pied en mètre. Je te lance tout le bus. Ouais, clairement. C'est juste qu'à chaque fois, tu nous parles en pieds et en pounds comme si on Parce que était. les ricains, ils aiment trop parler comme ça, et j'avoue, j'ai la flemme de faire la conversion. Et tu te dis de manière, je la ferai parce que j'ai une conscience professionnelle. Quoi. Voilà. T'es plus pro que moi, donc ça va. Faut bien que je serve à quelque chose, tu vois, c'est un peu l'idée. Allez, Alejado. Eh ben, écoute, nickel. PA. Ouais, je pars également côté offensif avec Jordan Dwyer, le wide receiver de TCU, donc Texas Christian University, qui ont joué un match sur la première semaine contre North Carolina, l'équipe coachée par Bill Belichick. Donc ce nom devrait vous parler. Et moi, j'ai trouvé extrêmement impressionnant TCU, qui était l'ancienne fac de Quentin Johnston, pour rappel. Et je lui trouvais un petit peu des airs de Johnston. Et en fait, il y a 10 cm d'écart en défaveur de Dwyer. Et en fait, je trouvais qu'il jouait vite. Il jouait beaucoup plus gros que son gabarit. Parce qu'il fait 1m80. J'ai fait la conversion en européen. Et pour à peu près 88-90 kg. Il a vraiment été extrêmement impressionnant, je trouvais, dans ses tracés, dans les catchs contestés également. Il fait un match quasiment à plus de 100 yards avec un TD. Voilà, c'est moi un joueur que je vais suivre cette saison. Ils étaient déjà en bye week lors de la week 2, donc j'attends impatiemment ce week-end pour le voir rejouer lors de la week 3. Nickel. Et d'ailleurs, on peut en profiter parce que tu as quand même parlé d'un match. C'est quand même ton ancien head coach, quand même incroyable. Qu'est-ce que tu en as pensé Bah, il a pas coaché UNLV, je comprends pas. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah écoute, qu'est-ce que tu j'en peux ne pense? pas avoir d'avis, hein, mais Si, j'ai un avis sur la personne, mais du coup, voilà, je pense qu'on est beaucoup à avoir cet avis-là, malheureusement. Il commence peut-être à faire son âge, l'ami Bill, et il commence voilà, à perdre peut-être un petit peu les pédales mentalement, malheureusement. En tant que fan des Patriots, tu as le droit de regarder les matchs. Des matchs des Patriots, du coup. De North Carolina. Non, parce qu'il me semble que. Ah oui, ouais, en tant que c'est ça. Mais les scouts, ils n'ont pas le droit de venir sur le campus. Voilà, c'est un peu tout ce qui se passe autour de ça qui est un petit peu agaçant. Mais bon, voilà, je ne mettrai jamais de côté tout ce qu'il a pu faire pour la franchise de NFL, mais la personne en elle-même est pas très recommandable, je trouve, sur les dernières années, malheureusement. Ah, malheureusement, et puis peut-être on pourra en reparler plus tard aussi. On parle souvent, nous, en NFL, qu'un bon head coach ne fait pas forcément un bon cordeau et inversement. Bah là, peut-être aussi, c'est pareil, c'est quand même aussi un autre monde et peut-être qu'un bon coach de NFL n'est pas forcément adapté aussi pour le collège universitaire, le football universitaire et inversement. Mais ça, on pourra en revenir. Il ne faut pas non plus peut-être le jeter sous le bus. Hein. C'était son premier match. Non, il a gagné. Enfin, North Carolina a gagné le deuxième match. On verra. Il y a eu beaucoup. Du coup, Alex en parlait justement sur les transferts. Il y a eu beaucoup de transferts pendant l'intersaison. Donc, c'est exactement la même chose que pour la NFL. Quand tu changes sur une O-line, quand tu changes 4 joueurs de tes 5 titulaires, et ben, ça met du temps à se mettre en place. Bah, là, vous extrapolez encore plus parce que il y avait je crois que c'est 60 nouveaux joueurs ou quelque chose comme ça. Donc, c'est juste énorme en fait. Donc, pour remettre quelque chose en place, que ce soit offensivement ou défensivement. Et en plus, il a changé tout le coaching staff.
parce qu'il a ramené bien sûr son fils sur le poste de coordonnateur défensif. Bien évidemment, on change pas le népotisme chez les Belichick. On voit que ça n'a pas fonctionné à la fin chez les Patriots. Autant garder ce système-là à North Carolina. Mais ça va prendre du temps et du coup, voilà, il y aura des défaites un peu étranges. Et jusque-là, ils se sont pris vraiment une trempe. C'est plus de 40 points pour TCU. Et encore, ils ont ralenti le rythme parce qu'au milieu du troisième quart, ils étaient déjà à plus de 40 points. Donc voilà, début difficile pour UNC. Mais content pour TCU. Et du coup, voilà, moi, Jordan Dwyer, il m'a vraiment impressionné sur ce match-là. Et Alejandro avait une question. Exactement. J'ai une question. Tu as parlé qu'il y avait 60 nouveaux joueurs qui arrivaient. Ouais. En NFL, on sait qu'un roster, c'est 53 joueurs. Donc, combien c'est un roster en NCAA? Alors, je crois qu'il n'y avait pas de limite jusqu'à cette année. Il me semble qu'il y a une limite maintenant qui est de 90, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être un petit peu plus. Ouais, ça doit être ça. En fait, avant, il y avait aussi ce côté avec les walk-on. Donc, c'est les joueurs non boursiers qui pouvaient rejoindre l'effectif aussi. Donc, Ils payaient leur année. Ils payaient leur année, c'est ça exactement. Et là, maintenant, avec le côté rémunération, etc., il y aura plus de walk-on dorénavant. Et du coup, je crois qu'il y a une limite. Et j'ai pas vu le chiffre en tête, mais je pense qu'on n'est pas loin des 90, comme disait PA. Et après, entre la classe de recrutement de lycéens, où tu peux facile avoir une vingtaine de joueurs, et les transferts, comme je disais, qui peuvent des fois monter à 25-30 joueurs, tu te retrouves avec des effectifs complètement changés d'une année à l'autre. Il faut regarder des matchs des années précédentes, genre 2022-2023. Il faut regarder sur les sidelines, donc vraiment au niveau de la ligne de touche. Tu as l'impression que de la end zone gauche à la end zone droite, tu as des joueurs partout sur la ligne de touche. C'est juste impressionnant. On dirait un micro libre sur Skyrock là, le soir où tu as un rappeur et puis il vient avec ses 40 potes. Là, on dirait un petit peu la même chose, quoi. Ah, Alejandro nous dit qu'apparemment, il y en a même jusqu'à 105. Ouais, mais après, j'y connais rien au foot universitaire. Moi, j'ai regardé juste 4 articles Google. J'ai regardé le. Non, mais c'est pas. T'as bien raison. Hein. Il y a écrit entre 105, c'est 105 ou 120. C'est l'un ou l'autre, mais je pense que c'est plus 105. Ouais, et du coup, Alexandre, toi qui peut-être quand même suis plus longtemps, depuis plusieurs saisons, est-ce qu'il y a autant de blessures qu'un effectif NFL ou est-ce que les programmes sont aussi autant touchés par le problème de blessures? Je pense totalement. Ouais, je pense qu'on est à peu près sur la même fréquence. Il n'y a pas plus, puisque les infrastructures sont relativement les mêmes. Il y a même des universités qui ont des plus belles infrastructures que certaines équipes NFL. Donc, des fois, qui dit bonnes infrastructures dit aussi pouvait avoir bon coaching staff, etc. Bonne équipe médicale. Donc, à partir de là, non, je pense c'est à peu près similaire, on va dire. Ok. Écoute, tu vas garder la main et tu vas nous parler de ton joueur défensif. Ouais, écoute, je vais parler de Gabe Jacas. Et non, ça ne se prononce pas comme le film Jackass, évidemment, mais c'est Jacas. Et c'est un edge rusher de Illinois, qui est un joueur qui m'a déjà tapé dans l'œil depuis l'année dernière. C'est un mec qui a fait toute sa scolarité à Illinois, il a jamais transfert. Et il a joué depuis la première saison freshman qu'il a joué. Il avait déjà 4 sacs en saison freshman, 4 en saison sophomore, 8 en saison junior, donc l'année dernière. Et là, cette année, il commence sur les mêmes chapeaux de roue. Alors, c'est vraiment un profil ultra puissant. C'est un 6'3", 275 pounds. Donc, pour les edge rushers, et je sais qu'Alex tire la tête parce que j'ai pas la conversion, évidemment. Mais je pense qu'on est autour des 120 kilos à peu près, 115 kilos, 120 kilos facile. Et au moins 120 kilos. Et non, c'est un joueur qui est très très puissant. Et ça se voit vraiment sur les tapes. C'est quelque chose qui ressort du lot. C'est un joueur qui a été 2 fois champion de lutte au niveau de son état. Je sais plus quel état il était, mais il était 2 fois champion de lutte au niveau high school. Donc c'est quand même, tu le vois en termes de punch et en termes de puissance de main, c'est un mec qui a les mains violentes, on aime bien dire ça. Et lui, c'est vraiment le cas. Et par contre, c'est quand même une utilisation dans le système défensif d'Illinois qui m'interroge un peu, parce que ce profil, j'aimerais bien le voir un peu comme une sorte de 4-3 defensive end, voire 3-4 defensive end. Et je le vois de plus en plus, en fait, même depuis 2 ans, on le voit aligné la plupart du temps dans une position outside linebacker, c'est-à-dire debout un petit peu quand il va rusher le passeur. Donc je pense la progression, elle est toute faite pour lui. C'est de le replacer un peu plus à l'intérieur, en tout cas, le mettre avec un pad level, donc un peu plus proche du sol. Comme ça, il peut arriver tout de suite, poser ses mains sur le all-line adverse et comment dire, faire jouer sa puissance. Mais je trouve que c'est un joueur qui est hyper impactant. C'est un joueur qui crée des fumbles, qui crée des turnovers.
défensif, il a une grosse production. Et ça, c'est au niveau universitaire, pardon. C'est ce que tu attends de ces joueurs-là quand ils vont affronter des petites équipes ou des équipes un peu moins fortes. Là, c'est le début de saison de Illinois. Ils n'ont pas affronté des cadors, mais tu le vois, ils dominent. Et c'est ce que tu attends en fait des gros joueurs à sa position. Donc honnêtement, je serais vraiment pas étonné qu'on le voit appelé dans les 2-3 premiers tours sur la prochaine draft. Et je pense qu'on va le voir sur les fiches draft de l'année prochaine. Nickel. Et tu peux nous parler, parce que tu parlais de freshman, de junior, c'est un petit peu les statuts comme en NFL, rookie, sophomore et compagnie. Tu peux nous parler un peu de ces grades ou pas? Oui, bah écoute, tu as freshman, c'est la première saison. Tu as comment ça s'appelle, le sophomore qui est ta deuxième saison, junior troisième saison et senior qui est ta quatrième. Après, entre deux, il peut y avoir des saisons redshirt, c'est-à-dire des saisons où tu joues moins de 4 matchs. Et c'est ce qui se passe souvent avec les freshmen, par exemple. Donc les freshmen, ils vont pas jouer la première année, donc on va les redshirt pour garder une année d'éligibilité. Et à ce niveau-là, bah, ou certaines blessures, ça peut arriver aussi. Donc on redshirt la personne, même s'il est en année senior. On peut le redshirt en année senior pour qu'il garde une année d'éligibilité et qu'il ne se présente pas à la draft en revenant de blessure tout de suite. Et ça, il y a beaucoup de programmes, enfin, ça se fait très souvent, quoi. Eh ben, parfait. Eh ben, PA, tu reprends la main. Tu vas nous parler de qui, toi, au niveau défensif? Oui, moi je repars sur un match dont on a déjà parlé, le LSU Clemson, et je vais parler de Harold Perkins, le linebacker de LSU, parce que ça sera clairement le joueur clé pour cette défense de LSU qui est attendue pour être une des meilleures du pays. Il a été un petit peu blessé et en plus mis dans différentes positions. Ça a été safety, pass rusher, linebacker. Là, on a l'impression que le coaching staff l'a vraiment implanté en tant que réel linebacker. Et son match contre Clemson a été vraiment sensationnel, que ce soit sur le pass rush, que ce soit sur le run stop. Il a été partout. C'est lui qui a fait le jeu décisif, justement. Je crois que c'était en 4e tentative pour le quarterback Kate Klubnik, où il l'emmène, je ne sais plus s'il le sac ou justement il lui met une telle pression que le lancer n'est pas bon et qui permet finalement à LSU de remporter le match. Donc voilà, c'est un joueur énorme d'impact. Pareil, lui, je pense qu'il est attendu au premier tour de la prochaine draft. À voir ce qu'il va donner cette saison, mais on en attend énormément de lui. Donc pareil, je vais garder un œil sur ce joueur-là pour LSU. Très bien, merci PA. Est-ce que, Alejandro, tu as... je le dis de moins en moins bien, hein, ton nom, là, hein. Je crois. Est-ce que tu as une nouvelle question ou pas? Non, ils ont posé toutes les questions. Voilà, D'accord. super. Super. Eh ben, écoutez, on peut se lancer sur la prochaine rubrique. Alors, rubrique dont j'ai effacé le nom, donc je ne sais plus ce que c'était. Mais vous allez m'aider, Alex et PA, vu que vous avez bossé. C'était un joueur ou un match à suivre dans les prochains mois. Ah ben voilà, c'est parfait. Bah écoute, PA, tiens, t'as l'air chaud. Vas-y. Oui, moi j'ai parlé de Georgia, une université qui peut parler à beaucoup de monde, puisqu'ils sortent quand même très régulièrement des joueurs d'impact au premier et au deuxième tour. Et du coup, ils vont avoir un peu plus ou moins un back-to-back, parce qu'il y aura une bye week entre les deux, mais leur match contre Tennessee, justement, cette semaine, et le match contre Alabama en 5e semaine, qui va être extrêmement important. Georgia a remporté ses 2 premiers matchs, mais je trouvais quand même qu'offensivement, ils n'ont pas montré grand-chose. Alors, ils ont mis plus de 40 points sur le premier match, donc ça peut être un petit peu bizarre de le dire, mais il faut voir aussi l'adversité. Ils ont eu également un petit peu plus de mal lors de la semaine 2. Tennessee et Bama, ça va quand même être 2 adversaires beaucoup mieux armés que les 2 premières équipes qu'ils ont rencontrées, tant offensivement que défensivement. Et je pense qu'on n'en saura plus justement sur les Bulldogs à ce moment-là. Donc très très intrigué. Et pour la petite info, le Georgia-Tennessee est diffusé sur beIN Sport ce week-end. Je crois que c'est le match de 21h30 sur beIN, si je ne dis pas de bêtises, 7 ou 8. Quel jour? Samedi, pardon. Donc allez naviguer, beIN 7, beIN 8 et 21h30 ce soir. Donc à l'heure où le jour où on diffuse l'épisode. Donc ça peut être un très très beau match, je pense. Donc allez jeter un œil si vous avez le temps. C'est une heure totalement acceptable, donc. Et en plus, c'est une belle affiche. Alors à savoir qu'en football universitaire, ils sont moins à point sur les heures. Hein. Quand ils disent 21h30, ça peut très bien être 21h45. Voilà, ça sera pas avant, mais ça peut être largement après. Voilà, ils sont pas trop sur le respect des heures de coup d'envoi. Contrairement à la NFL où quand c'est 19h, c'est 19h et tu as tous les matchs qui se lancent. Il y a un peu plus de marge.
C'était Texas Ohio, je crois, qui avait commencé en retard. Là, Avec à 15 ou 20 10 minutes, 15 ou 20 minutes de retard, c'était le match à infernal. 18h, il y avait encore toute la fanfare sur le terrain à 18h. Qu'est-ce qu'ils foutaient? Donc c'est pour ça, faut prévenir, soyez pas étonnés. Voilà, ça peut prendre du retard, c'est normal. C'est le football universitaire, ils sont un peu Mmh. plus à la cool, quoi. 21h30 selon la police et C'est 21h45 pour les manifestants. c'est exactement ça. Eh ben, nickel. Alexandre, à toi. Bah écoute, PA a parlé de Georgia, moi je vais parler d'Alabama. Et moi, ça m'intrigue vraiment leur calendrier qui va suivre. Parce que là, ils vont affronter Wisconsin, Georgia et Vanderbilt. Alors, sachant qu'ils ont déjà perdu Vanderbilt l'année dernière, qui était un upset monumental, hein, je vous invite à aller revoir, enfin, aller voir en tout cas la série sur Netflix qui est Sec, l'enfer du samedi. Et il parle un petit peu vraiment sur ce focus-là de Vanderbilt avec Diego Pavia, pardon, le quarterback, qui est vraiment super attachant, etc. Et tu avais vraiment envie qu'il gagne et qu'il batte Alabama. Et je pense qu'il y aura quand même cet esprit de revanche par rapport à l'année dernière. Et on sait qu'en ce début de saison, ils ont perdu contre Florida State sur le premier match. Donc gros upset, sachant que Florida State, l'année dernière, ils ont fait une saison catastrophique avec un 2-11, hein, si je dis pas, ou 2-10 en termes de bilan, ce qui était vraiment catastrophique pour le programme qui sortait d'une belle saison auparavant. Et là, bah là, ils ont un enchaînement Wisconsin, Georgia, Vanderbilt, qui pour moi va être décisif en fait pour la course à la SEC, parce qu'on sait très bien que cette conférence, c'est peut-être l'une des plus relevées avec la Big Ten, qui est l'une des plus relevées du college football. Il y a quand même des équipes comme Georgia qui n'ont pas perdu, Texas A&M, t'as Tennessee, enfin, t'as quand même des grosses cylindrées, t'as Florida, etc. Enfin, il y a Texas en plus qui les a rejoints depuis quelques années maintenant. Donc non, franchement, il y a limite 4-5 équipes qui peuvent prétendre aux playoffs. Et Alabama, si tu commences à perdre l'un de ces matchs-là, peut-être celui de Georgia, bah là, pour aller en playoff, ça va être très très compliqué. Alors on sait que maintenant, avec les playoffs allergie, on peut être en playoff avec 2 voire 3 défaites. Ce sera à suivre cette année, à voir les grosses équipes et à voir le classement de la PayPal en fin de saison. Mais pour l'instant, Alabama, ils ont vraiment pas mal déçu sur beaucoup de points de ce début de saison et je vais vraiment suivre ça. Ouais, avant de te donner la parole, Alejandro, je suis totalement d'accord avec toi, Alex. D'ailleurs, sans trop s'étaler, on vous invite à aller voir, à aller fouiner, hein, notamment par exemple sur le schedule sur ESPN. Il est pas simple hein, jusqu'à la fin, le calendrier de Bama, et ils se sont mis une sacrée balle dans le pied avec la première défaite, hein. Ah oui, c'est un joker que t'as perdu là, très clairement. Voilà, on vous invitera à aller regarder du coup leur calendrier et parce il y a des sacrés programmes, donc ça vous permettra de fouiner, d'aller cliquer, de découvrir des programmes qui sont parce après Missouri, c'est du Tennessee, du South Carolina, LSU, Oklahoma, bon Illinois et Eastern Illinois et puis Auburn quand même, donc c'est quand même pas simple, hein. Alex, t'as une Alejandro, Alejandro, ça y est, putain, on est. Pauvre QB d'Hawaï. Alex, est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionnent les playoffs? Tu dis que la SEC, c'est une des divisions les plus dures. On voit Ouais, en une des NFL, conférences, ouais, c'est ça. conférence, pardon. On voit en NFL comment ça se passe. Tu as 7 équipes qui vont en playoff et tu es un peu dans les divisions, etc. C'est assez clair. L'équipe de ta division qui gagne, ensuite c'est les 3 suivants. Mais là, tu as je sais pas combien de conférences tu as. Comment ça se passe derrière les playoffs? Alors, dans mes souvenirs, parce que là, ça a changé entre l'année dernière et cette année, mais tu as les 4 équipes des plus grosses conférences qui ont un représentant directement qualifié, donc qui ont une bye week là, dès cette année. L'année dernière, c'était une équipe du group of 5, donc des 5 moins grosses conférences, on va dire, du football universitaire de première division. Et l'année dernière, c'était Boise State qui était numéro 4, qui a affronté derrière Penn State. Mais là, cette année, c'est différent. Là, c'est vraiment les 4 plus grosses équipes des conférences universitaires, donc à savoir la SEC, la Big 12, la Big 10 et la CC, qui vont avoir un représentant d'office dans les 4 premiers. Puis derrière, c'est en fonction du classement de la PayPal. Il y a aussi le statut de Notre-Dame qui est un indépendant, donc qui n'a pas de conférence. Ça, pareil, c'est toujours un petit peu compliqué. Eux, alors honnêtement, j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc, je vous inviterai aussi à aller voir chez The Trick Play parce qu'ils ont un podcast dédié à Notre-Dame et ils expliquent souvent ça. Vous pouvez leur demander aussi sur Twitter. Ils interagissent pas mal. Et donc là-dessus, j'ai un petit doute et je l'ai pas sous les yeux le postulat là parce que l'année dernière, je crois que ils étaient 5e si je dis pas de bêtises.
Donc voilà, c'est vraiment en fonction aussi du classement à People qui joue beaucoup aussi pour les poursuivants derrière, hormis les champions de conférence. Voilà. Parfait. Excuse-moi, j'étais en train de regarder justement, je crois que c'est de Bleu et d'Or pour l'émission spécialement Oui, pour de bleu et Notre-Dame d'or, exactement. du côté de The Trick Play. Vous pouvez retrouver ça bien sûr sur leur chaîne et sur Exactement. leurs différentes plateformes de podcast. Et si je peux te couper juste en tôt, Ah, j'avais mais juste coupe! aussi un joueur à suivre, enfin une opposition à suivre pour les fans un petit peu de college football. Et ça parle beaucoup de ces joueurs-là pour la prochaine draft. Donc je voulais juste mentionner un peu ces joueurs-là. C'est Week 4. Il y a une opposition très sympa entre David Bailey, le edge de Texas Tech, et les deux offensive tackles Spencer Fano et Caleb Lomou. C'est des tackles de Utah qu'on entend beaucoup parler pour la prochaine draft. Il y en a certains, même Spencer Fano, ça parle comme un futur top 10. Donc ça, c'est une opposition entre des joueurs de potentiellement premier tour qui va vraiment valoir le coup d'œil. Donc si vous avez rien à faire, alors c'est pas ce week-end-là, ce samedi-là, mais c'est le week-end prochain. Il y a une très belle opposition entre Utah et Texas State, des belles équipes qui montent et qui sont dans le top 25 en plus, si je dis pas de bêtises. Ouais, totalement. Et de toute façon, si vous ratez le match, c'est assez bien fourni. On en parlait, je pense, avec PA, même avec toi, Alex. Allez sur YouTube, n'hésitez pas, que ce soit ESPN ou justement les networks comme l'ACC, ils sont assez généreux, que ce soit sur les highlights qui durent 10 à 15 minutes, et même souvent ils ont les condensés de game donc qui durent 20-25 minutes, où tu vois à peu près quasiment toutes les actions, en tout cas les plus intéressantes. Mais retirez-lui son clavier, c'est pas possible. Mais donc n'hésitez pas si vous ratez des matchs, parce que forcément, vu le nombre de matchs, vous pouvez pas tout suivre. Mais voilà, il y a les highlights et les condensés de game qui sont très intéressants et qui vous permettent de voir, de mettre en lumière quelques programmes aussi, quelques matchs intéressants que vous pourriez manquer. Ouais, je sais plus, c'est ESPN, je sais plus si c'est ES Replay ou je sais plus comment ils appellent. ESPN College Replay, je crois. Ouais, mais c'est vraiment impressionnant. T'as des résumés de 15 minutes, c'est fort. C'est Ouais. vraiment très très fort. Et Donc, c'est bien. pour le coup, ils sont très généreux. Ouais. Alex en parlait. ACC Digital Network, même ils balancent des fois 3 jours après le match complet. Donc ils sont assez généreux sur ça, d'une heure et tout. Donc vous pouvez aller le voir. Vraiment, faites-vous plaisir. Mm. Bon, messieurs, du coup, on a parlé d'équipe, on a parlé de joueurs. Maintenant, on va parler d'une action qui vous a marqué. PA, tu hoches la tête, vas-y. Ouais, le football universitaire a quand même beaucoup d'actions marquantes, beaucoup de highlights qu'on peut retrouver très facilement sur les réseaux, notamment Twitter, parce qu'il y a des partages de ce genre de vidéos qui se fait énormément si on suit les bons comptes. Et moi, j'en ai ressorti un lors de la première semaine. C'est CJ Daniels, le receveur de Miami des Hurricanes, contre Notre-Dame, qui te fait un catch à une main juste sensationnel. Et en plus, voilà, merci pour l'image. Et en plus de faire un super catch et de marquer le touchdown, c'est que ça intervient juste à la fin du deuxième quart-temps, qui permet en fait aux Hurricanes de passer devant Notre-Dame, de mener 14-7 à la mi-temps. Et derrière, en plus, ils remportent le match. Donc voilà, en plus de la beauté de la réception et du touchdown, ça leur a aussi permis de passer devant et de remporter le match à la fin. Donc voilà, d'une pierre deux coups, mais extrêmement impressionnant. Mais on a partagé d'autres vidéos. C'est vrai que la première semaine a regorgé quand même d'actions assez sensationnelles. Donc, en ça, le football universitaire est quand même assez jouissif, je trouve. Que ce soit sur le terrain ou autour avec les bandes, là, les orchestres, les mascottes, le public aussi. Souvent, les stades aussi sont archi remplis et c'est souvent des taux ouverts, donc sont assez immenses en termes de capacité. Hein. Bah, c'est plus que les stades NFL. Hein. Si on prend le stade, je sais, l'un des derniers, je pense que le Texas A&M ou quelque chose comme ça. Texas A&M, c'est un des plus grands, il y a 105 000, mais je crois que le plus grand, c'est Ouais, Michigan. c'est ça. Je crois Michigan Michigan il a a au moins 110 000, 120, 110 000. Ouais. Donc c'est juste assez bluffant. Et regardez des photos ou des vidéos justement de ces stades-là, c'est extrêmement impressionnant parce qu'en plus ils viennent avec les couleurs de leurs équipes et tout. C'est un autre univers. C'est pas comme la NFL. C'est un petit peu moins feutré que la NFL et il y a beaucoup plus d'ambiance, de supporters, si on peut dire, de supporterisme, si on peut dire. Donc fort, vraiment très très fort. Je pense que ça doit être quelque chose à vivre sur place. Ça doit être assez impressionnant. Ils sont bien bourrés aussi, hein, les mecs. Hein. Faut bien dire. Ouais, aussi. Non, mais c'est une vraie culture. Hein.
Il y avait une émission, je crois que c'était The Trick Play qui en parlait, qui expliquait ce qu'est le college football. Vous pouvez la retrouver. Je crois elle est épinglée tout en haut quand vous allez sur leur podcast. Ça dure une heure et ils expliquent ce qu'est le football universitaire. Et c'est vrai qu'il faut le dire, hein, il n'y a que 32 équipes NFL, donc chaque État n'a pas d'équipe NFL. Par contre, chaque État a voire plusieurs programmes de football universitaire. Donc vraiment, c'est ancré et culturellement, c'est très très puissant, hein, le college football. Donc là, allez-y aussi, faites-vous plaisir. Alex, Ouais. ton vas-y. action. Non, ton Ouais, action. écoute, moi je vais un petit peu déroger à la règle. Parce que là, c'est la première mission, mais j'avoue, je déroge tout de suite à la règle, hein, je m'en fiche. Mais je vais pas parler d'une action, ni de On deux. s'en fout, c'est ton émission, on m'a dit. Je vais pas en parler d'une, ni de deux, mais de 3 actions, et de 3 actions à la suite. Depuis que tu cites Zola, t'as pris la grosse tête. Hein. Ouais, un petit peu là. Bon, là, faut que je redescende là. Faut que je redescende, mais en tout cas, je vais parler de 3 actions à la suite qui ont eu lieu lors du week-end dernier dans le match Texas A&M Utah State, l'ancienne fac de Jalen Royals, pour ceux qui connaissent pas. Et en fait, c'est le edge, enfin le défenseur, le edge Cassius Howell qui sort une prestation en fait incroyable sur ce match. Et il y a vraiment ces 3 actions à la suite où il va saquer le quarterback 3 fois. Alors, il y a une fois, c'est vraiment plus par la vitesse. Une autre fois, c'est vraiment plus côté puissance, il y va au charbon, etc. Et le dernier, vraiment, moi, c'est celui qui m'impressionne le plus. C'est ce qu'on appelle un peu un ghost move. Et c'est des choses qui sont quand même assez dures à maîtriser. C'est-à-dire, il fait mime en tout cas, il fait mine, pardon, de mettre les mains sur l'offensive tackle adverse. Et en fait, il s'écarte subitement pour le déborder par l'extérieur et pour aller rusher en fait le quarterback. Et ça demande vraiment beaucoup de souplesse, beaucoup comment dire, d'agilité. Et vu son gabarit, honnêtement, c'est quelque chose qui m'a vraiment tapé à l'œil. Et moi, c'est un profil que je retiens vraiment pour la prochaine draft. Je pense à un mec qui peut vraiment taper à la porte du premier tour. Et on sait que la classe de Edge est vraiment ultra performante. Vous allez en entendre parler encore sur les fiches l'année prochaine, enfin en tout cas qui vont arriver pour l'année prochaine et pour la prochaine draft. Mais Cassius Howell, gros prospect sur la position de defensive end. Et cette action en tout cas m'a bien marqué. Quand on regarde sur Tankaton, Cassius Howell, il est projeté 63e. Évidemment, ce serait aux Eagles. Parce que sinon, c'est pas drôle. C'est un mec comme ça, il va pas aux Eagles. Super. Hein. Donnons-leur Super Bowl encore. L'action qu'il a réalisée, il a joué que 3 snaps dans le match? Ou c'est parce qu'il les a fait consécutivement Ah non, c'est vraiment, il les a fait consécutivement là. Mais du coup, il a joué plus de snaps que ça dans le match. match. Oui, bien sûr. Non, mais c'est parce que j'avais lu un truc comme quoi il avait joué que 3 snaps et il a fait les 3 sacs. Mais non. Je suis mauvais en anglais, du coup, j'ai mal traduit le truc. Vraiment, dans le même drive, il fait les 3 actions à la suite et ça, c'est quand même des choses. Déjà, quand ça arrive en college football, tu le remarques, etc. Oui. Mais là, 3 fois à la suite, quand même. Après, PA, t'avais pas tort, hein, il pouvait faire ses 3 sacs et puis c'est bon, il avait fait sa journée, hein, il avait fait son quota. Hein. Et non, mais il me semblait justement avoir lu que il avait vraiment, le mec avait joué littéralement 3 snaps et avait fait les 3 sacs et puis après, bisous, bonsoir, je retourne sur le banc. Mais non, c'était. Il est parti boire des bières avec les supporters. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Est-ce que Alejandro, tu as une question? Non, c'est beau. Alors, si c'est beau, c'est magnifique. Est-ce qu'il y a une action d'Hawaï qui t'a marqué? Ouais, moi, le tour d'hélicoptère au-dessus de la Napali Coast, j'ai beaucoup aimé. Je recommande. C'était sur l'île de Kauai. En tout cas, en parlant, leur haka était magnifique. Hein. Ah, toujours. En plus, ils ont un nouveau stade. Hein. Nouveau stade, nouveau maillot. Franchement, très très beau. Il y a du flow. Là, sur CFB 26, là, ça va les prendre en carrière. Là. Ouais. Yes, très probable. Bon, écoutez, messieurs, on va pouvoir passer à la suite et bon, on va vous parler parce qu'on l'a déjà dit, hein, je pense, Alex, au moins là, on a parlé, je pense que PA aussi. On va vous parler de l'APPOL. D'ailleurs, je ne te remercie pas, Alejandro, j'ai tes jeux de mots tout foireux sur l'APPOL. Tu es un perturbateur universel, que ce soit pendant l'émission ou entre les émissions. Tu ne t'arrêtes jamais. Du coup, pour vous faire un petit débrief, qu'est-ce que c'est que l'APPOL? L'APPOL, hein, pour Associated Press Poll, c'est un classement hebdomadaire des 25 meilleures équipes de college football. Alors, ce classement, attention, il ne reste pas figé, hein, il bouge toutes les semaines suivant les résultats de chaque programme.
Et donc là, voilà, magnifiquement mis par Alejandro, nous l'avons sous les yeux. Vous avez donc le top 25 finalement, hein, de ce qui se fait de mieux actuellement euh, euh, en collège football. Alors, on a décidé de se focus, c'est vrai que c'était une idée d'Alex, sur les 12 premiers. Et bah, d'ailleurs, Alex, tu vas nous expliquer pourquoi on va se focus particulièrement sur les 12 premiers. Pour la simple et bonne raison que c'est souvent, en général, ça va être les équipes qui vont aller en playoff, donc c'est celles qu'on risque de parler en fin d'année. Parce que nous, je sais plus si tu l'avais mentionné en début d'émission, mais voilà, cette émission, c'est pas une émission hebdomadaire, c'est une émission on va essayer de la faire une fois toutes les 3 semaines, un mois, pour essayer de faire un petit peu des updates sur l'actu du college football et sur les prospects. Mais voilà, en tout cas, là pour l'instant, dans un premier temps, on suit surtout aussi sur cet aspect-là la PayPal. C'est vraiment les 12 premiers qui vont nous intéresser parce que c'est les équipes qu'on va voir en fin de saison et qui vont se battre pour le titre. Alors après, voilà, il y a tellement de choses à dire sur le collège football et on pourrait parler des heures sur le top 25, sur qui mériterait, etc., d'y figurer et quelles équipes pourraient en sortir. Spoiler Bama, mais en tout cas, c'est intéressant, je trouve, de se focus sur cet aspect-là des 12 parce que c'est ce qui va nous intéresser en fin de saison. Exactement. Et donc, juste pour vous les citer, hein, en 1, vous avez les Buckeyes de Ohio State. En 2, vous avez Penn State. Je ne sais plus déjà le nom de l'équipe. Alex, sauve-moi. En numéro 2, Penn State. Ouais, mais le Penn State, c'est quoi? Les Nittany Lions. Ah, voilà, magnifique. Ensuite, vous avez en 3 les LSU Tigers. En 4, vous avez les Ducks d'Oregon. En 5, les Hurricanes de Miami. En 6, les Georgia Bulldogs. En 7, les Texas Longhorns. En 8, les Notre-Dame Fighting Irish. En 9, je crois que c'est les Illinois Fighting, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, je crois. Ouais. Voilà. En C'est 10, Fighting Illinois. Illini. Fighting Fighting Illini. Fighting Illini. Fighting Voilà. Ensuite, en 10, vous avez Florida State University, les Seminoles. En 11, les Gamecocks de South Carolina. Et en 12, les Tigers de Clemson. Messieurs, et on va donner la parole à PA. Est-ce que tu as une équipe un petit peu surprise ou qui te déçoit dans ce top? Non, pas d'équipe surprise. Il y a une équipe, j'ai oublié le nom, je crois que c'est South Florida qui devrait monter incessamment sous peu après avoir tapé les Gators lors de la Week 2 et Boise State lors de la Week 1. Donc je pense que eux, s'ils remportent leur troisième match, ils devraient monter assez rapidement. Et juste à noter que effectivement, il y a les 12 premiers, il y a les 15 premiers, il y a le top 25, etc. Il y a le bilan qui est pris en compte, mais parfois, ce n'est pas forcément le meilleur bilan qui va être au-dessus d'un autre. Il va y avoir la prise en compte des confrontations. Si au niveau des défaites, finalement, ça a été une défaite contre une équipe qui a un très bon bilan, ou alors une défaite contre une équipe qui n'est même pas dans le top 25, et ça permettra, en fait, donc, c'est là où ça peut être un petit peu tendancieux. Il l'a dit avec un petit sourire, Alexandre, mais par exemple, Bama était un petit peu privilégié l'année dernière au détriment d'autres équipes. Ils ont pu faire les playoffs alors qu'ils avaient le même bilan, etc. Donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant à suivre parce que tu as un top 25 qui peut être assez mouvant. Et même si une équipe perd, elle peut parfois même monter un petit peu dans le classement, être privilégiée par rapport à une autre équipe. Ouais, totalement. Pas mal, hein, tu parlais des South Florida Buffalo, qui sont actuellement 18e, ouais, qui ont un bon petit début de saison, hein, qui ont peut-être surpris. Alex, est-ce que tu as envie d'en parler avant de parler de ton équipe surprise peut-être? On va digresser un peu. En parlant de USF, tu parles de South Florida? Ouais, ils ont été impressionnants sur les derniers matchs. Par contre, c'est vraiment le quarterback. C'est Byron Brown, pardon, qui est vraiment, lui, c'est un peu un taré, hein, pour les gens qui ne le connaissent pas. Tu vois, c'est le genre de quarterback qui va mettre la tête en premier pour aller gagner le first down. Et c'est vraiment un profil vraiment de quarterback coureur, double menace. Mais je sais pas s'il va durer longtemps en carrière pro, mais par contre, il est fun à voir jouer. Et en ce moment, ça marche très bien avec USF. Donc, équipe un petit peu à suivre. Mais non, moi, les équipes que je suivrai là prochainement, c'est surtout Oklahoma, qui ont battu Michigan chez eux. Et ça, notamment, on aurait pu en parler dans les matchs à suivre, enfin dans les matchs qui ont eu lieu, qui nous ont marqué. Mais moi, c'est surtout le quarterback John Mathieu, qui est un transfert de Washington State, et qui a pour moi est vraiment un quarterback profil un peu double menace, mais qui en même temps a un bon bras et qui a des très bonnes lectures
qui me rappelle un petit peu du Baker Mayfield, mais en plus athlétique. Ça on verra un peu plus tard dans les émissions de draft. Mais en tout cas, John Matier, c'est vraiment un quarterback qui est fun à voir jouer. Je trouve qu'il est vraiment, vraiment, vraiment super bon. Et je pense qu'il va faire une bonne saison à Oklahoma. L'année dernière, ils ont été pas mal pénalisés par les blessures. Et je pense que cet effectif, une fois que tout le monde est un peu en forme, ils peuvent vraiment prétendre à aller faire les playoffs. Donc, à voir qui c'est qui va descendre dans les 12, hein. Mais en tout cas, ils sont 13e là sur le classement de la PayPal. Je pense que c'est une équipe qui peut clairement monter. Tout comme mes Aggies, mais il y a aussi Texas Tech Red Riders qui, je trouve, aussi ont un bel effectif avec pas mal de joueurs qui ont été bons sur les transferts. J'en parlais tout à l'heure de David Bailey sur les edge rushers, mais ils ont pas mal de bons joueurs sur la défense et aussi sur l'attaque. Donc ça va être très intéressant à suivre sur la prochaine émission qu'on va faire, qui sait qui va être dans les 12. Voilà, ça fait une belle passe. Juste pour dire, peut-être, Alex, il y a combien de matchs dans une saison de college football? En général, toutes les équipes font minimum 12 matchs. 12 matchs minimum, et puis après les équipes qui peuvent maintenant faire qui sont éligibles à des bowls ont un match supplémentaire, donc c'est au-dessus de 6 victoires, tu es éligible à faire un bowl game. Ça, les bowl games après, voilà, ça te fait c'est un trophée il y a vraiment toute une histoire dans le college football, et il y a des bowl games qui sont un peu plus prestigieux que d'autres. Et derrière, tu as les équipes qui vont faire les playoffs, qui potentiellement peuvent aller jusqu'à 13, 14, 15, 16 matchs jusqu'à la fin de saison, quoi. Yes. Bon, on en parlera quand ça arrivera, les bowls. C'est tout un système et tout, donc on pourra en parler. Est-ce que Radro, je déteste ton surnom là, a une question? Non, non, non. Si on parle des balls plus tard, on parlera des balls plus tard. C'est Ah très bah non, vas-y, tu as un petit truc à dire ou une petite question, n'hésite pas, hein. Non, mais si on donnera envie aux gens de revenir quand ce sera le moment des balls, ils sauront pas. Et puis Ah, bim, c'est l'heure du ball, on vous explique ce que c'est. Donc, il faudra être là sur le prochain. voilà, ouais, bon, on vous tease, les amis, on vous tease. Et puis comme ça, Anto pourra s'entraîner sur la prononciation du QB d'Hawaï, Alejado. En espérant que non, le QB ne se blesse pas d'ici là. voilà, le Mojo, il va se blesser et le pauvre, on va écorcher son prénom alors qu'il sera à l'hosto, c'est pas beau. Est-ce que c'est tout bon pour vous, messieurs? C'est parfait. Bon, eh ben, écoutez, ça va conclure cet épisode, ce premier épisode, c'est pas le dernier. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous, on espère que vous avez appris des choses, on espère que vous êtes allés aussi noyer de questions les copains de The Trick Play. N'hésitez pas, hein, en plus ils répondent, ils sont nombreux, ça leur fait toujours plaisir, c'est une sacrée bonne équipe, donc n'hésitez pas à aller leur poser des questions. En tout cas, nous on espère qu'on vous a donné envie de suivre le collège football. Nous on s'y met doucement mais sûrement, et c'est bien sympathique. Moi je crois que perso j'ai vu pour l'instant plus de matchs de college football que de NFL, donc on est dans le train. N'hésitez pas en tout cas, hein, c'est un programme, mais on en a plein et on continue de parler bien sûr de NFL, plus les lives et consorts. Suivez-nous, hein, sur Twitch, sur YouTube. Venez rejoindre le Discord, on est toujours de plus en plus nombreux. Rejoignez-nous sur les différents réseaux, hein, Twitter, Blue Sky, Facebook, Thread, Instagram. Et puis voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Alex premier du nom? C'est moi, Alex premier du nom, ou c'est... Bah oui, c'est toi. Je croyais que j'étais allé radeau, mais vas-y, c'est pas grave, hein. Ouais, j'en ai marre de ton aller rado là. Non, t'as rien oublié. On a le rewind de la semaine 2 de NFL, pour le coup, qui arrive mardi matin. Et voilà, ce sera le prochain épisode. Voilà. Bah écoutez, messieurs. Et demain, sur YouTube, le replay du Qui veut gagner des millions que PA a brillé, évidemment. On enregistre avant. Mais on imagine qu'il aura brillé. T'es en mute. Ah. Tu m'as donné les réponses avant, donc je vais briller, bien sûr. Oui, c'est vrai. Ah bah ça triche, ça y est, ça triche, ça commence déjà, le jeu il est corrompu. Que nenni. Bon bah alors, en tout cas, écoutez, éclatez-vous sur tous nos programmes, on espère que tous nos programmes vous plaisent. En tout cas, c'est un grand plaisir. Je pense que Alex, tu t'es fait un plaisir toi sur ton jeu là, sur Qui veut gagner des millions, des milliards. C'est ça. On était bien sur le plateau et on s'y remet parce que vraiment il est cool. Et voilà quoi. On est bien. Bon, en tout cas, passez une bonne journée, un bon week-end avec nos émissions. Passez de bons matchs de NFL et de college football. Merci messieurs et à la prochaine et